parti. Bonjour à tous. 14h30, on débute ce webinaire cet après-midi co-organisé, on va dire, à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, juste pour me présenter, je suis Mathilde Lefray, déléguée générale du MEDEF Gironde. Et c'est vrai qu'à l'initiative du MEDEF Nouvelle-Aquitaine et en discutant avec l'ensemble des MEDEF territoriaux, on a pensé judicieux que de vous proposer aujourd'hui un webinaire dédié aux questions et aux sujets sur la formation. Donc, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Dominique Bisson, qui est Monsieur Formation, c'est-à-dire le responsable emploi formation au niveau du MEDEF Nouvelle-Aquitaine et qui se saisit évidemment de tous ces sujets pour le MEDEF. Et évidemment, c'est proposé spontanément de vous accompagner et d'essayer en tout cas de vous aiguiller, d'y voir un peu plus clair dans l'ensemble des textes qui sont aujourd'hui parus. Donc, comme à chaque fois, je vous invite à formuler vos questions à travers le chat. Certains nous en ont communiqué en amont, donc nous les relayerons. Pour vous préciser comment ça va se passer, pendant 5-10 minutes à peu près, Dominique va vous exposer un petit peu le contexte, on va dire, du sujet formation pendant la période de crise. Et puis, par la suite, je reviendrai pour formuler les questions que vous avez posées et auxquelles il va répondre. Alors, certains ont été posés en amont, donc on commencera par ces questions qui ont été transmises par mail. Et puis, tout au long du chat, vous pourrez alimenter et on reformulera ainsi les questions. Que vous dire qu'on a à peu près prévu 1 heure et quart de webinaire, après cette présentation, vous aurez le loisir évidemment de pouvoir le recontacter. Je pense que si Dominique, tu en es d'accord, avant que je te laisse la parole, on pourra donner tes coordonnées, hein, pour ceux qui ont des questions. Bien sûr, pas de problème. Puis vous dire, on va tâcher d'y répondre un peu en direct live, on va dire, et évidemment avec toutes les difficultés que cela représente, puisque comme on vous l'a dit, le point sera à date, mais il y a un certain nombre d'évolutions permanentes qui vont se poursuivre. Dominique, je te laisse la parole. Merci beaucoup au nom de l'ensemble des MEDEF territoriaux et de nos adhérents groupés de te prêter à cet exercice. Et puis, je vais couper ma caméra et je vous retrouve à l'issue de ton intervention pour poser des questions. Merci Mathilde, bonjour à toutes et à tous. Alors c'est un exercice un peu particulier, je n'ai jamais fait. Jusqu'à maintenant, quand je suis intervenu dans vos MEDEF auprès de vous, j'avais le plaisir de voir si je vous ennuyais, si vous endormiez, si c'était clair. Là, je vais partir du principe que je suis performant, brillant et pédagogue et que tout le monde comprend bien ce que j'exprime. Voilà. Et après, on verra au travers des questions si j'ai eu raison ou pas. Alors, juste pour planter un peu le décor et pour mieux comprendre les circonstances et les dispositions actuelles, je voulais juste revenir sur 2 points fondamentaux pour bien vous permettre de ne pas mélanger les choses. C'est-à-dire qu'il y a 3 sujets qui sont interdépendants les uns des autres, mais qui sont 3 sujets différents. Il y a la question du décret du 23 mars qui impose à certains métiers, certains secteurs d'activité, certaines entreprises de fermer et de ne plus accueillir de public. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que ces entreprises-là ne peuvent pas continuer à fonctionner, mais ne peuvent pas accueillir du public. Alors quand je dis ça, ça peut paraître ridicule, évidemment. Si un restaurant fabrique des repas mais qu'il n'y a pas de clients, ça ne sert à rien. Mais ça veut dire que je pense aux organismes de formation, il n'est pas interdit que l'organisme de formation ait du personnel qui travaille, en sachant qu'il ne peut pas avoir évidemment de stagiaires. Le deuxième point, c'est la question du confinement qui s'ajoute à ça, mais qui est un peu en marge des problématiques qu'on va voir concernant la formation professionnelle. Si ce n'est que dans les motifs de déplacement, au titre du confinement, il n'y a pas une case aller en formation. Et puis troisièmement, il y a la question de l'activité partielle et du FNE activité partielle, j'y reviendrai par la suite. Donc il faut bien avoir ces 3 éléments-là pour comprendre ce qui permet aujourd'hui de se former et ce qui ne permet pas de se former. On va aborder les questions liées au plan de développement des compétences, au CPF de transition professionnelle, apprentissage, contrat de professionnalisation, et puis je terminerai par l'activité partielle FNE, puisque les derniers textes sont parus exactement hier soir. Concernant le plan de développement des compétences, en fait, où l'entreprise est en activité, donc elle ne fait pas partie de la liste, et la formation peut se faire, mais de façon distancielle, ou bien dans l'entreprise si elle n'est pas fermée, ou bien les salariés chez eux s'ils sont équipés. En ce qui concerne si l'entreprise est fermée, les salariés peuvent se former, je dirais, pareil, ou bien dans le cadre du télétravail,
et on y reviendra après, dans le cadre de l'activité partielle au titre du FNE. Donc, sur le plan développement des compétences, je dirais, ou bien l'entreprise fonctionne, et évidemment, tout est en distanciel puisque les organismes de formation sont fermés, et là, c'est en télétravail ou en distanciel, ou bien, si l'entreprise est fermée, ou bien les salariés sont en télétravail, en activité partielle, mais là, on y reviendra sur l'activité partielle. Évidemment, le plan de développement des compétences peut être réalisé dans le cadre de l'activité partielle et du FNE. Concernant le compte personnel de formation, pareil, où l'entreprise est en activité, mais évidemment, la formation se fait en distanciel, et donc, ou bien sur les lieux de l'entreprise, ou bien les salariés chez eux. Si l'entreprise est fermée, les salariés peuvent utiliser leur CPF, je dirais, parce qu'ils sont en congé ou le soir, ou le week-end, comme la loi le permet aujourd'hui. Par contre, concernant CPF et activité partielle, aujourd'hui, la DGFP et le ministère ne s'en sont toujours pas prononcés. Il semblerait que ça pose un problème de circuit financier. Et dans l'immédiat, on y reviendra sur l'activité partielle tout à l'heure, il n'est pas possible aujourd'hui de cumuler les fonds dédiés au CPF avec les financements de l'activité partielle. Concernant le CPF de transition professionnelle, donc je dirais ex-FONGICIF, là, on a deux cas de figure. Ou bien l'entreprise, ou bien l'organisme de formation est en capacité de réaliser la formation à distance, et à ce moment-là, les salariés concernés suivent ces formations-là, ou bien dans l'entreprise, elle est ouverte, ou bien chez eux s'ils sont équipés, ou bien l'entreprise, ou bien l'organisme de formation, pardon, n'a pas la capacité de faire la formation à distance. À ce moment-là, le salarié doit faire une demande de retour dans l'entreprise, pardon. L'entreprise est obligée de le réintégrer. Et donc, lorsqu'on sera sorti de tous ces dispositifs, à ce moment-là, le salarié pourra retourner en formation. Ça veut donc dire concrètement que, ou bien il y a formation à distance et le Transition Pro prend en charge la formation et bien sûr la rémunération, comme si le salarié était dans l'organisme de formation, ou bien il n'y a pas de formation à distance, et là, ce sera lorsqu'on sera sorti de ces problématiques que le salarié pourra retourner en formation. Je tiens à préciser que concernant le CPF de transition professionnelle, les engagements qui ont été pris par la commission qui statue sur le choix des dossiers, ces engagements sont des engagements financiers, et donc ça veut dire que de toute façon, je dirais l'engagement il est acquis pour l'entreprise et le salarié. On le vit au quotidien dans ces commissions-là, quand des salariés sont amenés pour des problèmes d'arrêt maladie, de changement d'entreprise ou de défaillance de l'organisme de formation, eh bien, l'engagement, il est pris sur le financement du dossier. Donc là, on est sur un arrêt, le temps que tout refonctionne, et donc les salariés pourront repartir après en formation, et l'entreprise n'aura pas besoin de reconstituer, le salarié n'aura pas besoin de reconstituer un dossier. Le CPF de transition reprendra son cours. Voilà pour les CPF de transition. Concernant les contrats de professionnalisation et les contrats d'apprentissage, les dispositions prévoient un peu comme pour le contrat de professionnalisation, CPF de transition, pardon, que ou bien l'organisme de formation est en capacité d'assurer la formation ou le suivi de la formation à distance. Et là, pareil, le salarié peut le suivre ou bien dans l'entreprise s'il est ouverte, ou bien chez lui s'il est équipé. Ça, c'est le premier cas de figure. Si l'organisme de formation n'est pas en capacité d'assurer la formation à distance, eh bien, le salarié réintègre l'entreprise, et là, l'entreprise, en fonction de sa situation, ou bien elle met en activité le salarié, ou bien elle met en télétravail le salarié, ou bien elle a recours à l'activité partielle. Dans tous les cas de figure, je le dis tout de suite, on y reviendra après, mais concernant la rémunération des apprentis ou des contrats de professionnalisation, si l'entreprise met les salariés en télétravail, évidemment, elle assure la rémunération. Si les salariés sont au titre de l'activité partielle, ils bénéficient de la rémunération qu'ils percevaient avant, et l'entreprise est remboursée, puisqu'on est sur un pourcentage du SMIC, l'entreprise est remboursée, comme dans toutes les dispositions d'activité partielle, par l'administration. Jusqu'au SMIC, et en dessus du SMIC, on est à ce moment-là, pour les salariés qui seraient concernés en contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, on est à ce moment-là autour de 70% du brut. Donc voilà pour les contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation.
On arrive maintenant à la question de l'activité partielle. Donc après, on répondra à vos questions. Je vais très rapidement sur l'ensemble des dispositifs. Alors sur l'activité partielle, premièrement, donc c'est un recours, une demande de recours qui est faite auprès de la Directe. Ce qu'on sait aujourd'hui, il y a deux éléments qu'on ne maîtrise pas, mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que sont parus hier les documents officiels de demande d'activité partielle FNE et la convention type. Ce qu'il faut retenir globalement, c'est que cette possibilité s'offre à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit le secteur d'activité. Que les formations concernées sont toutes les formations qui sont réalisées, ou qui devaient être réalisées dans le cadre du plan de développement des compétences. Donc, toutes les actions de formation. Par contre, à aujourd'hui, les formations dites réglementaires, entre autres les questions de sécurité, ne sont pas recevables au titre de l'activité partielle FNE. On sait aujourd'hui, l'instruction qui a été faite de la DGFP auprès des directs précise qu'il y a un montant maximum par salarié qui est de 1 500 €, c'est-à-dire qu'une formation réalisée ne peut pas dépasser ces 1 500 € par salarié. Il peut y avoir des dépassements, mais le dossier sera regardé de près par les services de la Directe. Dit autrement, il est demandé aux services de la Directe d'accepter toutes les demandes en dessous de 1 500 € et de regarder en détail celles qui seraient en dessus. Dans la demande, il est demandé à ce que soit joint le devis de l'organisme de formation. Ce qui veut dire que dans le cadre de l'activité partielle, je vous rappelle qu'il y a suspension du contrat de travail, ce qui veut dire que l'entreprise doit demander l'accord du salarié pour pouvoir le mettre en formation FNE, activité partielle, mais ce qui veut dire également que ça ne peut pas être de la formation au poste de travail, ni de la FEST, puisque la FEST, comme son nom l'indique, est de la formation en situation de travail alors qu'on est en suspension du contrat de travail. Ça veut dire que les formations automatiquement en distanciel, je dirais, faites au titre de l'activité partielle ne peuvent être que des formations faites par un organisme de formation extérieure. Donc voilà globalement et très rapidement les différents points à ce jour. On a un questionnement actuellement donc avec la DGFP, le ministère du Travail, je vous disais, sur les formations réglementaires. Peut-être que le texte évoluera sur ces sujets-là. Et puis voilà, j'ai survolé très rapidement l'ensemble des dispositifs. Ce que je te propose, Mathilde, maintenant, c'est très concrètement d'entrer dans les réponses aux questions. Bon, merci, me revoilà quelques minutes après et merci pour cette brève explication qui évidemment sera complétée par la suite. Donc, ce que je te propose, Dominique, je vais prendre les questions qui ont été posées en amont par mail. Parfois, la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de questions et beaucoup de questions dans les questions. Je vais essayer de parler assez calmement et de façon assez distincte. Tu puisses derrière relayer, puis je vous invite à continuer à les poser sur le fil du chat, comme ça on les prendra par la suite. Je démarre. Concernant les formations prises en charge à 100% dans les situations de chômage partiel, celles répondant à un besoin spécifique, donc construites sur mesure, peuvent-elles être également prises en charge et si oui, comment ? Alors oui, donc quand le texte dit que la formation est prise en charge à 100%, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est toute action de formation qui est prévue ou qui aurait été réalisée dans le cadre du plan de développement des compétences. Donc on n'est pas uniquement sur des formations inscrites au RNCP, on n'est pas uniquement sur des formations diplômantes, c'est toute action de formation. Dès l'instant, le coût ne dépasse pas 1 500 € par salarié, sauf les formations réglementaires. Bon, il y a quelques mauvaises langues qui disent que c'est question pour un champion, Dominique. C'est à peu près ça, en fait. Bon, je continue, toujours la même personne qui questionne pour les organismes de formation qui n'ont pas ou pas pu inscrire leur formation au RNCP, existe-t-il un moyen d'obtenir une prise en charge? Alors, comme on est toujours sur le chômage partiel, enfin l'activité partielle. Hein. Si on est toujours sur l'activité partielle. Toujours sur le chômage partiel, tout à fait. D'accord. Donc, dans le cadre de l'activité partielle FNE, on est sur toutes les actions de formation, même celles qui ne sont pas inscrites au RNCP, puisqu'on est sur l'exécution du plan de développement des compétences. Hein, je rappelle qu'au titre du plan de développement des compétences, depuis la réforme de 2018, l'entreprise achète, je dirais, la formation où elle veut, à qui elle veut. Elle n'est pas obligée, si elle passe par des remboursements type CPF,
ces périodes de transition ou même certains OPCO, elle est obligée de retenir que des formations qui sont inscrites au RNCP. Sur le plan développement des compétences, au titre de l'investissement que fait l'entreprise dans la formation professionnelle, elle accède aux formations qu'elle souhaite. Donc là, il est bien précisé dans l'instruction qui a été donnée de la DGFP au direct qu'on est dans l'exécution du plan de développement des compétences. Donc à ce titre-là, toutes les actions de formation, quelle que soit leur durée, quel que soit leur contenu, sont réalisables. À distance, évidemment, aujourd'hui, puisqu'on est en confinement, mais ne sont pas recevables les formations que je qualifie de réglementaires. Alors, une question très précise. Concernant les formations qui vont être organisées pendant le confinement, le séquençage des formations est affecté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire 7 heures de formation en Zoom. On fait plutôt 4, 5 fois 1h30. Est-ce que cela sera pour autant validé? Oui, il est bien précisé dans la circulaire également que concernant l'activité partielle, le salarié est en activité partielle, voilà, et ensuite il suit de la formation. Donc on ne va pas entrer dans le détail, de la formation, puisque dit autrement, l'entreprise se verra rembourser d'une partie donc de la rémunération à hauteur de 70% maximum et la prise en charge de 100% du coût pédagogique. Donc, quel que soit le séquençage de la formation, ça ne change rien. L'entreprise ne sera pas obligée de saisir le nombre d'heures qu'a fait le salarié au titre de la formation. Elle sait qu'elle sera prise en charge du coût pédagogique à hauteur de 1 500 € maximum, et de l'autre côté, elle sait qu'elle percevra la contribution de l'État sur la prise en charge d'une partie de la rémunération. Concernant la traçabilité, normalement assurée par des relevés de connexion, ce n'est pas toujours garanti par certains OF qui ne sont pas forcément très préparés vu les circonstances. Est-ce qu'une simple feuille d'émargement renseignée a posteriori sera suffisante pour attester de la réalisation de cette formation? Alors, ce qui est paru hier précise en effet qu'une feuille d'émargement suffira. C'était dans les discussions et donc dans la convention et la demande, hier, dans les documents qui ont été précisés, on nous précise bien une feuille d'émargement. OK. Après le confinement, à quelle date peut-on raisonnablement envisager une reprise des formations en présentiel? Alors ça, je crois que c'est une question qui est souvent posée. Alors, si vous avez le numéro de portable du président de la République, vous me le donnez, je vais lui poser la question. Très honnêtement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le confinement, ce n'est pas le décret du 23 mars. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que le décret du 23 mars précisait qu'il y a un certain nombre de métiers, un certain nombre de secteurs d'activité, un certain nombre d'entreprises ne pouvaient plus accueillir du public jusqu'au 16 avril. Nous sommes aujourd'hui le 17 avril. La question a été abordée en Conseil des ministres mercredi. À aujourd'hui, il y aura prorogation dans le cadre d'un décret. Mais ce qu'on ne sait pas, ce que je ne sais pas, à moins que certains d'entre vous, Mathilde, tu sais peut-être, mais est-ce que ce sont les mêmes secteurs d'activité qui auront la date, une prolongation de fermeture? Est-ce que cette prolongation de fermeture sera liée à la date qui a été annoncée de fin de confinement? Est-ce qu'on sera sur une autre date? Je vais dire autrement, on peut imaginer que demain, il soit décidé que les organismes de formation puissent accueillir du public, moyennant évidemment les règles sanitaires, dès le 1er mai ou le 1er juillet. Je veux dire, il ne faut pas faire de corrélation entre la date d'annoncer de fin de confinement et l'accueil du public. Ce sont deux choses différentes. Donc aujourd'hui, il y a des discussions et des analyses qui sont faites et on devrait rapidement, je pense dans les jours qui viennent, avoir les précisions concernant les secteurs qui étaient concernés dans le décret du 23 mars. Voilà, c'est clairement le sujet qui sera traité de la même façon pour tous les secteurs d'activité d'ailleurs, hein, puisqu'en fait, on est en train de construire aujourd'hui le déconfinement et évidemment avec un certain nombre d'aménagements qui seront décidés dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent. Du coup, la question était un peu complète, dans quelles conditions, avec un nombre de stagiaires, les conditions sanitaires spécifiques. C'est ce qu'on vient de dire, tout ça pour l'instant, on n'a pas d'indication. Et ça sera évidemment établi par la suite. Et évidemment, dans la question qui était posée, il y avait une question sur la visibilité, sur la date de réouverture des hôtels et restaurants, parce que ça avait un impact évidemment sur les formations présentielles, bien entendu. Donc ça, à découvrir dans les semaines qui viennent, c'est certainement le secteur qui va avoir le plus de mal à réouvrir. Ça, c'est assez évident compte tenu des conditions d'accueil. Le ministère du Travail fait paraître presque tous les jours des fiches par métier, par secteur d'activité, de guide de bonne pratique
pour reprendre. Donc, il y a tous celles qui ont été élaborées au début dans le cadre d'accord pour le bâtiment et travaux publics. Maintenant, il y en a au moins près, je crois, 25 ou 26. Donc, peut-être qu'il y en a qui sont à l'étude concernant le secteur de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Hein. Et donc, après, il sera demandé évidemment aux organismes de formation d'appliquer ces fiches de bonne pratique afin de les sécuriser sur la problématique de la responsabilité de l'employeur. Hein. C'est surtout ça. Alors, on passe aux jeunes en contrat en alternance. La personne signifie qu'elle a plusieurs contrats en alternance qui se terminent pour la plupart au 31 juillet, Oui. En général au plus 2 mois après le dernier examen. Compte tenu de la situation, certaines écoles nous font part du report des examens à septembre. Sommes-nous dans l'obligation de prolonger le contrat pour aller jusqu'à cette date? Madame. Oui, alors c'est-à-dire que bon, les problèmes d'examen, ils sont liés au fonctionnement aussi du système éducatif, parce que je vous rappelle que s'il s'agit de contrats d'apprentissage, on est sur le code de l'éducation et que ce ne sont pas les organismes de formation qui ont la main sur les dates d'examen. Hein. C'est le ministère de l'Éducation nationale qui lui aussi est en pleine réflexion hein, sur les dispositions de fonctionnement, de reprise et également d'examen. Donc aujourd'hui, on est un peu dans le flou. Mais évidemment, si jamais la période d'examen était… Après, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ou bien l'organisme de formation a pu faire de la formation en distanciel, hein, à distance, et là, en effet, s'il n'y a que l'examen en tant que tel, on peut considérer qu'il n'y a pas besoin de prolonger le contrat, puisque la formation ayant été faite jusqu'au bout, il suffira simplement de libérer le jeune pour qu'il passe l'examen. Maintenant, si en effet, s'il y a eu suspension de la formation, et il n'y a pas assez d'heures pour passer l'examen, donc on peut penser qu'il y aura prolongation du contrat jusqu'à la date d'examen. Au niveau, une personne qui nous signifie qu'elle est présidente d'une SASU, et donc elle est la seule salariée, et elle souhaite savoir comment procéder pour financer ses formations obligatoires DDA, agent immobilier et ORIAS. Les formations obligatoires ne peuvent pas être prises en charge au titre de l'activité partielle. Donc après, derrière, la question, c'est de voir auprès de l'OPCO. Donc si c'est moins de 50 salariés, il faut voir si l'OPCO prend en charge. Et sinon, c'est sur les fonds propres de l'entreprise au titre de l'investissement formation. Une autre personne qui reformule pour savoir quand est-ce que les organismes de formation, s'ils pourront réouvrir au 11 mai, donc on en a parlé, on ne revient pas dessus. Sur le fait que le décret s'arrêtait effectivement au 15 avril au soir, donc ça tu en as parlé tout à l'heure Dominique. Concernant les intra-entreprises, pouvons-nous en faire à partir du moment où l'entreprise respecte les gestes barrières? Alors là, pareil, sur les intra-entreprises, par rapport à l'activité partielle, j'ai dit tout à l'heure, il est demandé à ce que l'entreprise joigne à la demande de FNE activité partielle le devis de l'organisme de formation. Ça veut dire qu'aux yeux de l'administration, ça ne peut pas être l'entreprise qui fait elle-même la formation de ses salariés. Alors c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on parlait, parce que j'ai eu aussi des questions sur la FEST, hein. Mais il y a, au titre de l'activité partielle, suspension du contrat de travail, alors que la FEST, c'est la formation en situation de travail. Donc je pense que l'administration, alors la question peut être posée au moment de la demande, hein, mais je pense que l'administration va avoir un peu de réticence à accorder le financement d'une formation, même s'il n'y a pas de coût pédagogique, puisque la formation serait faite en intra par les salariés d'entreprise. Elle va avoir du mal à accorder le principe d'une formation faite dans l'entreprise par les salariés sans considérer quelque part que c'est peut-être de l'activité professionnelle. Voilà. Alors qu'il y a suspension du contrat. Je pense qu'il faut poser la question, mais je pense malheureusement que la réponse est négative. Par contre, si l'entreprise fait une formation en intra en faisant appel à un organisme de formation, ça ne pose aucun problème. On est sur les dispositions qui viennent d'être définies dans le cadre de l'activité partielle FE2. Alors j'ai encore une question sur la reprise et sur les conditions matérielles humaines. Donc là, on resynthétise. Hein. Encore une fois, je ne veux pas que vous pensiez qu'il y ait des questions qui ne soient pas forcément abordées, mais je crois qu'on y a répondu globalement en disant que pour l'instant, tout était en train d'être construit, étudié et élaboré, notamment concernant les formations en présentiel. Une demande d'information sur les types de formations. S'il y a des certifications, quel type ou pas de certification, des formations liées à l'activité de l'entreprise ou autres. Je pense que ça rejoint un petit peu ce que tu viens quand même d'aborder là aussi. C'est-à-dire que
L'instruction, elle est très claire sur le sujet, hein, c'est de dire toutes les formations sont recevables au titre de l'activité partielle. Toutes les formations, qu'elles soient diplômantes, qu'elles soient inscrites au RNCP ou pas, qu'elles soient sur le site du CPF ou pas, toutes les formations qui sont en fin de compte des formations qui auraient été mises en œuvre dans le cadre du plan de développement des compétences. Donc l'objectif, c'est que les salariés puissent acquérir des compétences qui leur permettent d'être opérationnels, je dirais, quand l'activité va reprendre. Sauf sont exclues, à aujourd'hui, les formations réglementaires. Alors, il y a une question qui porte sur le chômage partiel, la formation et la concrétisation sur bulletin de paie avec l'idée de taxation. Concrètement, comment ça va se passer quand il y aura peut-être un basculement sur une période en formation? Est-ce qu'on a ces éléments-là sur le fait de faire apparaître sur le bulletin de paie? En fait, bon, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est la pédagogie. En fait, le salarié est en activité partielle. Et puis, pendant cette activité partielle, il va faire de la formation. L'entreprise n'a pas à préciser sur le bulletin de salaire qu'il est en formation. Puisqu'en fin de compte, l'entreprise va être indemnisée donc au maximum de 70% de la rémunération et les 4,5 fois de SMIC concernant la rémunération. Et par ailleurs, l'entreprise se verra rembourser. Alors, il y a un versement de 50% au démarrage de la formation et 50% à la fin, donc de la formation faite par le salarié. Donc, on est sur deux choses différentes. Donc, le salarié est en activité partielle et en formation, mais il est indemnisé par l'entreprise et l'entreprise est remboursée d'une partie donc par l'administration. Et puis, de l'autre côté, l'entreprise se voit dotée d'une prise en charge financière du coût pédagogique avec le plafond à 1 500 €. D'accord. Il y a une question sur les formations en ligne sans contact direct avec un organisme. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments là-dessus? Alors, je ne sais pas si je peux donner des éléments là-dessus. Par contre, ce qu'on sait, c'est que aujourd'hui, le CARIFOREF et Pôle emploi ont élaboré une liste des formations qui existent en distanciel et des organismes de formation. Cette liste, elle est faite pour aider les entreprises à trouver un organisme de formation. Mais il n'y a pas d'obligation, enfin je veux dire, il n'y a pas de référencement ou de label d'organismes de formation référencés pour faire du distanciel. C'est-à-dire que l'entreprise peut faire appel, je dirais, un peu à n'importe qui. Entre guillemets, en sachant que la formation en distanciel, elle suit les mêmes règles que la formation en présentiel. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un programme pédagogique, il doit y avoir un suivi, il doit y avoir des évaluations, comme toute formation. Mais il n'y a pas d'organisme de formation labellisé en distanciel. Voilà ce qu'on peut dire. Une question qui rejoint le CPF de transition en FOAD. Quel justificatif devons-nous fournir pour être payés? Mais en fait, comme aujourd'hui, c'est-à-dire que l'organisme de formation, il transmet à Transition Pro Nouvelle-Aquitaine les états de présence des stagiaires. Et c'est au vu des états de présence des stagiaires que le Transition Pro ou prend en compte la rémunération pour les moins de 50 salariés ou rembourse l'entreprise. Eh bien, en distanciel, c'est pareil, si le lien il est entre Transition Pro et l'organisme de formation en distanciel. Donc, c'est à l'organisme de fournir la preuve qu'il y a bien eu les connexions, qu'il y a bien eu une formation en distanciel. Et donc, l'entreprise, elle sera remboursée. Dès l'instant, l'organisme de formation donne la preuve, comme c'est aujourd'hui pareil pour le présentiel, eh bien, si le stagiaire est présent, évidemment, si les feuilles d'émargement sont signées, eh bien, l'entreprise est remboursée de la rémunération. Bon, maintenant, tu étais bien en jambes, c'était l'échauffement. On passe au cas pratique, puisque nos auditeurs, finalement, te fournissent de quoi alimenter plein de questions. Alors, le petit cas pratique, une personne en formation sous statut CSP. CSP s'arrêtant le 2 octobre 2020. La se termine le 30 novembre 2020. Le stage a été suspendu en raison du confinement. L'épreuve finale est basée sur le stage. Sera-t-il possible de proroger? Alors là, c'est vraiment la question. Enfin, ce qu'on sait, nous, de ce que nous dit l'administration, le ministère du Travail, c'est qu'ils veulent absolument faire en sorte que tout se passe, je dirais, le moins mal possible. Et donc, toutes les dispositions qu'on voit qui sont prises aujourd'hui, c'est pour faciliter la mise en œuvre des dispositifs. Je pense qu'on devra pouvoir proroger. Mais là, j'ai pas de réponse. Mais si la question est posée, alors on attend dans les jours qui viennent un question-réponse sur l'activité partielle FE2. Puisque tous les textes sont parus maintenant. Donc, on pourra peut-être vous en dire plus sur des questions de ce type-là.
hein, mais moi, je pense qu'il y aura prorogation. Je ne peux pas le certifier, ce n'est pas écrit. Hein. Ouais. Mais si on suit la logique et l'esprit, je pense. Oui. C'est un peu l'idée. Quid de la rémunération du salarié en chômage partiel durant la formation prise en charge par le FNE? Alors, Elle reste indemnisée. contrairement aux dispositions d'avant Covid ou les dispositions spécifiques Covid aujourd'hui, un salarié qui est en activité, en activité partielle FNE, l'entreprise est remboursée au même taux que s'il n'était pas en FNE. C'est-à-dire que s'il est en formation et que ses petits camarades ne sont pas en formation, tout le monde est payé pareil. Alors quand je dis tout le monde est payé pareil, c'est pas ça, c'est que l'entreprise est remboursée à hauteur au maximum de 70% de la rémunération. Alors qu'avant, l'entreprise était remboursée à 100%. Ce n'est pas le cas. Hein, dans le cadre de... C'est-à-dire qu'avant, l'entreprise était remboursée à 100% de la rémunération des gens qui étaient en formation au titre de l'activité partielle FNE. Par contre, l'État prenait en charge que 50% des coûts de formation, des coûts pédagogiques, et était très sélectif sur le choix des formations. Là, le choix qui a été fait, il est l'inverse. Il est de dire que les salariés en activité partielle soient en formation ou pas en formation, il est indemnisé de la même façon. Par contre, l'État prend en charge 100% du coût pédagogique de la formation avec le plafond de 1 500 €. Donc, tu confirmes bien que c'est bien un plafond à 1 500 €. Absolument, il est dans l'instruction par salarié. Salarié, absolument. Alors, contrat pro ou d'apprentissage, comment sont-ils indemnisés quand on applique un pourcentage du salaire minimum conventionnel? Nous avons un pourcentage d'activité partielle de 95% à maintenir pour les salariés, et notamment c'est le cas des salariés ayant un salaire inférieur à 2 000 €. Alors, en fait, ce que dit le texte aujourd'hui, c'est que concernant la rémunération au titre de l'activité partielle, donc l'État interviendra à hauteur de 70% maximum de la rémunération avec les 4 fois et demi le SMIC. Concernant ceux qui sont payés en dessous du SMIC, eh bien, c'est minimum le SMIC. Et concernant ceux qui sont en pourcentage en dessous, eh bien, je dirais pour la grande majorité des contrats pro, des contrats d'apprentissage, l'entreprise doit maintenir la même rémunération que si qu'avant, je dirais, et l'administration remboursera 100% de cette rémunération. Donc, un apprenti qui percevrait 80% du SMIC, l'entreprise sera remboursée de 80% du SMIC. Une question, alors laisse penser que c'est posé par quelqu'un qui nous vient des Landes, puisque la direction du travail des Landes interdit les formations en intra, en présentiel, jusqu'à notre réouverture. Avez-vous cette même information au niveau de la DGEFP? Alors, si les formations en intra, ce sont, comme je le disais tout à l'heure, des formations faites par des salariés pour des salariés, c'est ce que je vous disais, à mon avis, l'administration risque d'être très regardante sur le sujet. Maintenant, si c'est une formation faite dans l'entreprise par un organisme de formation, eh bien, l'instruction qui est parue hier, enfin, non, il y a 2 jours, elle précise bien au direct qu'ils doivent prendre en compte et accepter quelque part toutes les demandes qui sont faites pour des formations qui concourent au plan de développement des compétences, qu'elles soient faites par un organisme de formation, que ça soit en intra ou pas en intra. Une question ensuite qui concerne une entreprise qui est toujours dans l'attente de son homologation qui a été demandée depuis mi-mars et qui souhaite constituer un dossier FNE. Peut-elle engager son dossier sans avoir la réponse de la directe? Alors, je ne sais pas ce que c'est sa demande d'homologation, c'est quoi? J'imagine que c'est peut-être pour l'activité partielle. Alors, sauf erreur de ma part, et là, Mathilde, tu vas connaître ça mieux que moi. Normalement, ce que dit aujourd'hui le texte, c'est que s'il n'y a pas de réponse sous les 48 heures, c'est que c'est accepté. Donc, ça veut dire que si l'entreprise a fait sa demande mi-mars et qu'elle n'a pas eu de réponse et que le dossier est accepté, partant de là, maintenant, il faut qu'en effet qu'elle contacte la directe pour remplir la demande de formation au titre du FNE activité partielle. Alors, c'est complètement vrai, à une réserve près, c'est qu'il faut faire vraiment attention que le dossier, quand il a été déposé, ne soit pas incomplet. Parce qu'en fait, s'il est incomplet, il ne peut pas y avoir même d'homologation implicite et d'autorisation. Donc, attention à cela. Peut-être essayer de vous rapprocher en contactant les numéros verts d'activité partielle qui sont, je le sais, assez saturés, ou d'envoyer tout simplement un mail pour vous en assurer. Je crois quand même qu'ils ont essayé de répondre un maximum sur une homologation explicite concernant l'autorisation d'activité partielle. En cas d'activité partielle réduite, les formations
sur le temps de travail hors activité partielle ou bien pendant l'activité partielle. C'est possible, mais le circuit n'est pas le même parce qu'il faut l'accord du salarié par rapport à la rémunération maintenue, tout ça. Voilà. Est-ce qu'on a des précisions là-dessus? Alors, j'ai dit tout à l'heure, il faut, puisqu'il y a suspension du contrat de travail pendant les heures ou pendant les durées d'activité partielle, il faut l'accord du salarié pour qu'il accepte d'être en formation pendant l'activité partielle. Par contre, ce que dit la circulaire, c'est que l'entreprise ne va pas avoir besoin de dissocier, surtout si on est en distanciel, c'est là ça devient compliqué, les heures dites de formation de celles qui ne le sont pas. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise va déclarer pour un certain nombre de salariés des heures d'activité partielle dans lesquelles il y aura ou pas de la formation, et à côté de ça, elle sera remboursée du forfait, forfaitaire maximum de 1 500 euros. Je ne sais pas si c'est clair mon explication, mais elle ne va pas avoir à détailler ce qui est de l'activité partielle formation de ce qui ne l'est pas. Puisque par définition, si le salarié est en activité normale, il ne sera pas en formation. Et s'il est en formation pendant l'activité partielle, en tout ou partie, il sera en activité partielle. Voilà. Et parallèlement, il y aura un remboursement des heures de formation. Autre question, si la formation débute en activité partielle et se poursuit après, alors, et en charge, attends, je n'ai pas terminé. Est-ce pris en charge au titre de la période d'activité partielle ou l'aide couvre-t-elle la totalité de la formation? Alors, je fais là parce que c'est sorti hier soir et je l'ai lu plusieurs fois, mais je le relis. Ou c'est dans les demandes qu'a fait le MEDEF, je voudrais pas. Mais je vous demande 30 secondes pour ça. Hein. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Alors, c'est pas tranché, voilà. En fait, ce qui est précisé dans la circulaire, c'est que la prise en charge de la formation se fait jusqu'à la fin de la formation dans le cadre de l'activité partielle. Bon. Dit autrement, si quelqu'un n'est plus en activité partielle, il n'y aurait plus prise en charge de la formation. Mais il y a une demande qui a été faite et ce n'est pas tranché, donc on demande surtout de ne pas dire que c'est ça, mais qu'il y ait une demande qui a été faite pour qu'il y ait quand même un maintien de la prise en charge, même si la personne n'est plus en activité partielle. Mais ça, ce n'est pas tranché aujourd'hui. Voilà. Ça sera l'occasion de revenir. Voilà, ce sera l'occasion de revenir. Bon, concernant le bilan pédagogique et financier qui est prévu au 30 avril, est-ce que ça sera reporté? Reporté au 31 décembre, c'est-à-dire que toutes les dispositions liées aux obligations de l'entreprise dans le cadre de la loi de 2018 ou 2004, concernant les entretiens professionnels, l'action de formation, et donc le bilan au bout de 6 ans, donc normalement c'était jusqu'en mars 2020, tout est reporté jusqu'au 31 décembre 2020. C'est-à-dire que les entreprises ont un délai supplémentaire, si elles ne l'avaient pas fait, qu'on ne peut pas imaginer, je plaisante, elles ont un délai supplémentaire pour faire les entretiens professionnels et les bilans à 6 ans jusqu'au 31 décembre. Ouf. Alors, auprès de qui se fait la prise en charge de la formation dans le cadre du FNE? Donc, c'est une demande à faire auprès de la directe, hein, de façon dématérialisée. Donc, les documents ont été validés hier soir. Donc, il y a une demande simple. Hein, bon, je l'ai là, moi, sous les yeux, mais elle est somme toute simple. L'entreprise précise le nombre de salariés a priori concernés, joint le devis de l'organisme de formation. Et si le devis est en dessous de 1 500 euros par personne, on peut penser que globalement, c'est validé. Hein. Si c'est plus, ce sera étudié. Et ensuite, il y a une convention qui est envoyée par la directe à l'entreprise, une convention qui prévoit que l'entreprise se verra verser 50% au démarrage de l'action de formation et le solde sera versé au vu des preuves de réalisation de la formation par l'organisme. Bon, une autre question qui porte sur la concrétisation sur bulletin de paie, mais je crois qu'on l'a formulée tout à l'heure, hein, tu nous as répondu. Sur la compatibilité entre activité partielle et CPF, s'il te plaît. Alors, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais pour des problématiques de circuit financier, aujourd'hui, la DGFP donne comme consigne
au direct de ne pas promouvoir, je dirais, le fait qu'il puisse y avoir un cofinancement CPF, activité partielle. C'est-à-dire que dit autrement, l'instruction précise que les directs peuvent passer des accords avec les OPCO pour obtenir des financements complémentaires, ce qui voudrait dire, c'est pas écrit, mais que si demain une entreprise avait des coûts de formation supérieurs aux 1 500 €, il pourrait y avoir un cofinancement de l'OPCO s'il est favorable. Voilà. Bon. Donc l'administration mettrait 1 500 € et l'OPCO viendra en complément. Donc ça fera l'objet de négociations et d'accords entre les directs et les OPCO, ou entre la DGEFP et les OPCO. Par contre, l'instruction précise que concernant un cofinancement avec le CPF, c'est aujourd'hui compliqué réglementairement et les circuits financiers ne sont pas adaptés pour le faire. Une question sur la possibilité pour un organisme de formation d'intervenir directement en entreprise dans le cadre d'une formation en intra, du moment que l'entreprise est ouverte et que le formateur est d'accord. Oui, enfin, je veux dire, ça rejoint ce qu'on a dit au début. Le décret du 23 mars, il n'oblige pas les entreprises à fermer, il leur interdit l'accueil du public. Mais maintenant, en respectant pour moi, en respectant les barrières sanitaires, et que ça concerne les salariés de l'entreprise et qu'il y a un formateur extérieur qui vient, après, c'est le problème de la responsabilité de l'employeur du sujet, mais pour moi, c'est pas interdit. Je veux dire comme ça. Je ne sais pas toi, en tant que juriste, comment tu le vois, Mathilde, mais… C'est toujours, en fait, il n'est pas interdit de travailler et dispenser des formations, ça en fait partie. Maintenant, la question du respect des obligations sanitaires qui s'imposent à chacun, j'ai envie de dire, c'est au cas par cas. Il n'y a pas de règle à la matière. L'interdiction, elle est en ce qui concerne l'organisation d'un certain nombre d'événements d'organismes de formation qui reçoivent du public. Là, oui, on a une fermeture qui est décrétée. Après, il n'est pas interdit de travailler dans le respect des règles sanitaires. Si on regarde un peu la chronologie, tout est très vite depuis un mois, mais rappelez-vous que les premières interdictions, c'était les rassemblements de plus de tant de personnes, après plus de tant de personnes, après la fermeture des lieux où on accueillait plus de tant de personnes, puis après on est arrivé à la fermeture des lieux où on accueille du public. Je veux dire, donc à aucun moment on a dit que les entreprises ne devaient pas travailler, mais c'est sur le nombre de personnes qui étaient admises dans un lieu précis où, en fin de compte, au fur et à mesure, on a vu la législation évoluer. Concerne, un plan de relance de l'économie sera-t-il va être mis en place, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il y aura quelque chose au niveau du soutien de la relance de l'alternance? Alors, c'est bon, moi je n'ai pas. Nous, on a attiré, le MEDEF a attiré l'attention des pouvoirs publics sur la volonté qu'ont les pouvoirs publics depuis la loi de 2018 de développer l'apprentissage et l'alternance en général, et le fait qu'on craint que dans le cadre des conséquences économiques de ce qu'on vit aujourd'hui, l'alternance et les jeunes apprentis sont les premières victimes de licenciement ou de non-signature de contrat à la rentrée prochaine. Bon. On a attiré l'attention des pouvoirs publics sur ça. Est-ce qu'il y aura des aménagements pour faciliter encore, on le demande, pour faciliter encore la signature de contrat, et que la belle embellie qu'on avait qu'on avait vue sur les contrats d'alternance puisse se confirmer et ne pas trop subir les résultats de la crise. Mais aujourd'hui, on n'a rien de concret nous a été proposé sur ça aujourd'hui. Certains dans le fil précisent qu'il y a un décret du 14 avril qui repousse au 11 mai la fermeture des centres de formation. C'est ce que tu disais, les centres de formation sont fermés. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne doit y avoir aucune activité à charge de se réorganiser. Et puis, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre le décret du 23 mars, les obligations de fermeture au public et la date de fin de confinement. Ce sont deux choses différentes. Je veux dire, le confinement, ça concerne tout à chacun de façon personnelle. Il peut très bien y avoir une décision prise dans les jours prochains, précisant que les organismes de formation peuvent rouvrir au 1er mars comme au 1er juillet. La date de fin de confinement n'a rien à voir avec les modalités d'accueil du public et donc les décisions qui ont été prises par rapport à ça. Le seul problème qu'on a par rapport à la date de confinement, c'est qu'aujourd'hui, dans les motifs pour pouvoir sortir, tout à chacun, il n'y a pas une case qui prévoit aller en formation. Voilà. Donc,
Voilà. Après, pour ce qui est de la venue en entreprise pour organiser des formations, il est clair que ça va peut-être être un peu compliqué pour l'entreprise d'accueil que d'envisager la réception de quelqu'un d'extérieur. Ça, c'est vraiment la contrainte qui va se trouver en face. Sur la formation FN, la notion du nombre d'heures doit-elle être indiquée dans la convention? Alors, écoutez, alors je vous demande 30 secondes parce qu'elles sont parues hier soir et j'ai tous mes documents là sous les yeux, mais je ne pense pas. Dans le dossier de demande, il y a le SIRET de l'entreprise et coordonnées donc de salariés concernés, un nombre total d'heures de formation prévues. Oui, il y a un nombre d'heures total de formation prévues. Oui. Mais ce qui prime surtout, c'est le montant, enfin, le montant, hein, les 1 500 euros. Une personne qui organise des formations à distance avec des formateurs internes, je le déclare toujours en activité partielle durant ces formations. Je pense qu'en fait, ce sont des formateurs qui sont en activité partielle et qui vont s'interrompre peut-être pour aller faire la formation, j'imagine. Oui, alors si c'est ça, sauf erreur de ma part, c'est pas tout à fait légal et qu'il y aura des contrôles, hein, puisque par définition, en activité partielle, suspension du contrat de travail. Donc, si l'entreprise bénéficie de l'aide financière de l'État sur la rémunération et qu'elle fait par ailleurs travailler les salariés, je pense que ça pose un certain nombre de Alors, contrôles. sachant que vous pouvez quand même aménager, c'est-à-dire que quand vous allez demander l'activité partielle, vous demandez au préalable la possibilité de mettre en œuvre l'activité partielle. Et ensuite, en fin de mois, vous allez établir un déclaratif du nombre d'heures consommées en activité partielle. Donc, vous avez tout à fait la possibilité de dire, finalement, j'ai demandé pour un temps complet, mais mon salarié ou mon formateur a travaillé quelques heures, et bien vous défalquerez ce volume d'heures travaillées que vous ne déclarez pas en activité partielle. Et vous aurez du coup 2 lignes à minima sur votre bulletin de paie qui distinguent. Voilà, que vous allez solliciter. Depuis le confinement, j'ai déjà organisé via un organisme de formation un intrant en distanciel. Est-ce qu'a priori, je peux demander une prise en charge? Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut revenir en arrière? Est-ce qu'il y a une Parce que rétroactivité ou pas? je ne crois pas, non. Mais ça, pareil, il faut que je répondrai à ces questions après, Mathilde, hein, on Oui. renverra, parce qu'on est vraiment, bon, je comprends que pour les personnes concernées, mais tout est sorti hier soir et je ne sais pas, je ne voudrais pas dire de bêtises, je préfère vérifier. Hein. Et on apportera la réponse. Hein. Mais très vite, hein, dès lundi, vous avez la réponse. Super. Si il y a prolongation d'un contrat pro, quid du paiement des mois sup et quid d'obliger l'alternant de venir en présentiel quand cela a été prévu au-delà de la date du fin de contrat officiel. Alors, donc là, on est dans le cas où l'organisme de formation ne peut pas assurer la formation à distance. Hein, et donc, la formation reprendra après derrière. Donc, ça veut dire qu'il y aura automatiquement une prolongation du contrat. Donc, il est demandé à l'entreprise de réintégrer. Alors après, en fait, ce qui va se jouer, c'est la négociation sur le calendrier. Hein, puisqu'en fin de compte, dans un contrat de professionnalisation comme un contrat d'apprentissage, il y a un calendrier qui est défini comme en contrat de professionnalisation en transition pro, pardon. Donc il y a un calendrier qui est défini, puisqu'à l'origine, l'entreprise s'engage sur un calendrier. Donc l'entreprise s'engage à libérer le salarié pour qu'il suive les formations dans le cadre du calendrier défini. Là, dans le cadre de ce qui se passe aujourd'hui, donc l'entreprise est tenue de réintégrer le salarié, et après, ça va être l'aménagement du calendrier derrière qui va peut-être du coup prolonger la durée du contrat. Qui l'entreprise doit faire passer la convention de formation réalisée en chômage partiel, son OPCA ou la directe? Excuse-moi, je n'ai pas compris la question. Qui? À qui l'entreprise doit faire passer la convention de formation réalisée en chômage partiel, l'OPCA ou la directe? L'OPCA, la directe. L'aide est donnée par la directe. Donc, il y a une convention entreprise directe. Et ensuite, derrière, si, pour des raisons X ou Y, le coût de la formation par salarié était supérieur aux 1 500 euros, il est demandé aux directs de voir comment elles peuvent, elles, se rapprocher des OPCO. Bon. Mais ça veut dire que l'OPCO, à ce moment-là, validerait ou bien verserait à la directe ou verserait à l'entreprise. Mais la convention en tant que telle, FNE, comme activité partielle, est à voir avec la directe, pas avec l'OPCO.
Alors, le plafond du FNE formation est à 1 500 €. La question, c'est TTC ou hors taxe que pose la personne? Ah, mais toutes les dotations, pour ça que le terme de dotation est précisé, c'est que depuis la loi de 2018, les partenaires sociaux ne sont plus gestionnaires des fonds de formation professionnelle. Ils sont maintenant donc versés à l'administration qui ensuite le redistribue via France Compétences aux OPCO et après aux entreprises. Donc ce sont des dotations, des subventions qui ne sont pas soumises à la TVA. Donc dit autrement, 1 500 €, c'est TTC. Pouvons-nous faire des formations réglementaires en intra? Alors, vous pouvez toujours faire des formations réglementaires en intra, mais pas au titre de l'activité partielle. Hein, puisqu'à aujourd'hui, sauf si les choses bougent dans les jours qui viennent, mais l'administration n'acceptera pas de signer la convention si la formation est une formation réglementaire. Alors, là, il y a une personne qui indique qu'elle n'arrive toujours pas à faire la demande préalable d'activité partielle. Ça ne rejoint pas directement la formation. Donc, rapprochez-vous de votre MEDEF territorial pour qu'il puisse vous accompagner dans cette démarche, voire solliciter la directe. Excusez-moi, le fil le perd un peu. Donc, interrogation, interpellation. Il n'y a pas de prise en charge sur les salaires liés au FNE formation. L'État finance déjà l'indemnisation de l'activité partielle, 70% de la rémunération antérieure. En fait, la personne veut faire remarquer qu'il n'y a pas de prise en charge sur les salaires liés au FNE formation puisqu'on resterait à 70%. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le salarié qui est en activité partielle, l'entreprise sera remboursée à hauteur maximum de 70% de la rémunération, qu'il soit en formation ou non. Donc avant, les salariés qui étaient au titre du chômage partiel dans le cadre du FNE, l'entreprise percevait 100% de la rémunération. Donc les salariés avaient 100% de leur rémunération. Bon. Oui. Là, le choix qui a été fait par les pouvoirs publics, c'est de dire non, que le salarié soit en formation ou pas, il perçoit la même rémunération. Enfin, quand on dit personne n'a la même rémunération, sauf si l'entreprise décide de compléter au-delà des 70%. On est d'accord, mais… Oui, bien sûr. Et sous réserve qu'il n'y ait pas des dispositions conventionnelles différenciées aussi. Absolument. Mais après, par contre, à l'inverse, l'administration, enfin les pouvoirs publics ont décidé de prendre en charge 100% du coût de la formation, alors qu'on était à 50% dans l'autre dispositif. Alors, on revient toujours pour l'intra. Quelles sont les références de l'instruction qui autorisent l'intra par un OF en entreprise? Est-ce que… Quelles sont les références de l'instruction qui autorise l'intra par un OF en entreprise? On est sur les dispositions de la loi 2018, c'est-à-dire que l'entreprise, si elle fait une formation en intra au titre du plan de développement des compétences, elle fait appel à l'organisme de formation qui lui paraît le mieux adapté sur le sujet. Et donc, ce qui est dit dans l'instruction concernant le FNE, c'est que si une entreprise a choisi un organisme de formation, quand bien même celui-ci n'est pas, je vais dire, sa formation n'est pas au RNCP, dès l'instant où il s'agit d'une formation qui permet le développement des compétences, eh bien l'administration, si on est en dessous des 1 500 €, acceptera la prise en charge financière. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui est bien dit dans l'instruction, c'est que l'activité partielle FNE doit permettre aux salariés de compléter, de maintenir leur niveau de compétences. Donc, on est bien sur l'exécution du plan de développement des compétences de l'entreprise, sur le plan de formation de l'entreprise, je dirais pas. Bon, alors, je ne suis pas la professionnelle de la formation, donc quand je pose les questions, si vous considérez qu'elle a été mal posée ou que la réponse est incomplète, parce que je l'aurais mal posée, n'hésitez pas à la reposer dans le fil, parce que parfois je vais en sauter, comme ça qu'elles ont été peut-être déjà évoquées. Dans le cadre du FNE, les frais sont avancés par l'entreprise. Alors, il y a un versement du coût total de 50% à la signature de la convention. La signature de convention devant être faite avant, je pense, le début de la formation. C'est pour ça que je vais le vérifier, mais ça me paraît à peu près évident. Sur les fonds publics, c'est toujours comme ça. Et donc, après, il y a versement de 50% du solde après l'exécution de la formation. Donc, ça veut dire qu'au début, l'entreprise elle a 50%, puis à un moment donné, c'est elle, en fonction du calendrier d'échéance de paiement de l'organisme, c'est elle qui sera peut-être amenée à faire de la trésorerie ou pas. Voilà. Et puis pour ce qui concerne les salaires, dans la mesure où ça suit le régime de l'activité partielle, les informations qu'on a eues hier, c'est que de la directe, c'est que vous devez faire vos déclaratifs en fin de mois, quasiment le mois échu.
et qu'ensuite, il y aurait un délai de 48 heures pour valider le paiement des salaires remboursés en activité partielle, ce qui, pour ceux qui déclareront à fin avril, devrait amener vers un paiement vers le 10-15 mai. C'est ce qui nous a été donné hier comme information par la directe. Concernant le bilan pédagogique, une personne dit qu'elle voudrait précision, c'est bien reporté au 31 décembre, on confirme. Hein. Alors, enfin, pas le bilan pédagogique, le bilan de réalisation des actions obligatoires, c'est bien les deux dispositions, oui, que ce soit les entretiens professionnels et le bilan à 6 ans, est reporté jusqu'au 31 décembre, ce qui veut donc dire indirectement que l'entreprise a jusqu'au 31 décembre pour le réaliser, et que si elle ne l'a pas fait au 31 décembre, à ce moment-là, à partir du 1er janvier, s'applique l'abondement correctif de 3 000 € par salarié. Ce qui devait s'appliquer à partir de mi-mars s'applique au 1er janvier 2021. Pour les formations de plus de 1 500 €, savez-vous quels sont les justificatifs qui pourraient être demandés? Alors là, la note circulaire, elle est un peu évasive sur le sujet. Je pense que c'est de l'appréciation de la personne qui va gérer le dossier à la directe. Enfin, si on reste dans l'esprit de l'instruction, on est sur le développement des compétences des salariés. On peut penser que selon les secteurs d'activité, les formations, compte tenu du matériel utilisé, soient plus ou moins chères. Bon. Et donc, à mon avis, si dans un secteur d'activité donné, une formation, parce qu'elle nécessite du matériel à coût élevé, est nécessaire et que de fait, ça dépasse les 1 500 €, je pense que l'administration se basera sur ça pour accepter. Un stage papier-crayon ou autre, où il y a moins d'investissement matériel. Enfin, je dis ça, je me trompe peut-être, hein, mais c'est à la discrétion de l'administration, mais je pense que c'est par rapport en effet au coût généré par la mise en œuvre de la formation. Alors, il y a un lien qui est transmis pour dire que le BPF est reporté au 30 juin. Le quoi? Le BPF, le bilan pédagogique de formation, c'est ça? Ah là, on est sur le bilan pédagogique et financier des organismes de formation. Voilà, donc ça c'est 30 juin. Ça concerne les organismes de formation. C'est vrai que pour tout ce qui est déclaration administrative fiscale, il y a un certain nombre d'ordonnances qui sont parues pour reporter à 3 mois, de 3 à 4 mois, les échéances initialement prévues. En ce qui concerne le CPF et l'activité partielle, peut-on, à titre personnel, sans chercher de cofinancement, utiliser son CPF pendant sa période d'activité partielle? Alors, pendant la période d'activité partielle, il y a suspension du contrat de travail. Ça veut donc dire que la personne, je veux dire, elle est en chômage partiel. Elle peut tout à fait utiliser son CPF à titre personnel, puisque elle n'a, entre guillemets, pas de compte à rendre à son employeur sur ce qu'elle fait. Et donc, elle peut tout à fait, à distance, utiliser son CPF pendant cette activité partielle. Ce qui n'est pas possible, c'est que on monte un dossier, ce que j'ai dit tout à l'heure, un dossier CPF, activité partielle FNE et CPF. Le CPF ne peut pas venir en cofinancement de ce que verserait l'administration au titre de la prise en charge des coûts pédagogiques. Mais un salarié peut tout à fait, quand il est en suspension de son contrat de travail, il peut tout à fait décider d'utiliser son CPF. Alors, une remarque pour mettre en avant qu'il y a une interdiction de la Directe des Landes au motif du question-réponse du 20 mars concernant les formations à distance qui seraient les seules utilisables par les organismes de formation. Oui, je ne sais pas, il faudrait que je vois ce que dit la Directe des Landes, je ne sais pas. On rapportera un élément là-dessus de commentaire. Si une formation a déjà été réalisée pendant la période actuelle, peut-on faire une demande de prise en charge a posteriori auprès de la directe? Oui. Écoutez, ça, il faut que je le vérifie. Je serais un peu sur la réserve parce que l'administration n'aime pas signer des conventions pour des choses qui ont déjà été faites. Hein. Et donc là, comme il faut la signature d'une convention, mais je voudrais pas, voilà, je préfère vérifier ça. J'apporterai la réponse. Juste, on revient dessus parce que ça réagit sur le BPF. Ce que tu disais, c'est bien que le BPF, c'était le bilan financier des organismes de formation, c'est au 30 juin. Oui. Tu peux préciser le bilan qui est à rendre et qui est prorogé au 31/12 parce qu'il semble qu'il y ait une confusion là.
Alors, la loi 2018 prévoit que les entreprises doivent tous les 2 ans réaliser les entretiens professionnels, quelle que soit la taille de l'entreprise, et que selon si on s'appuie sur la loi 2014-2018, l'entreprise doit avoir réalisé au moins tous les 6 ans une action de formation. Puis après, il y a la question comment dire, de l'augmentation de la rémunération. Mais je vais rester sur la loi 2018. Donc, c'est au moins une action de formation tous les 6 ans et au moins les entretiens professionnels tous les 2 ans. Ça veut donc dire qu'au bout de 6 ans, l'entreprise doit réaliser un bilan d'activité qui précise si les salariés, chacun des salariés a bien eu ses entretiens professionnels tous les 2 ans et au moins une action de formation depuis 6 ans. Ce bilan devait être réalisé à mars 2020. Il est reporté au 31 décembre 2020, ce qui permet aux entreprises qui n'auraient pas réalisé, entre autres, ou d'action de formation, ou d'action de formation, ou d'entretien professionnel de le faire. Précision importante, je ne l'ai pas donnée, les salariés qui réaliseraient au titre de l'activité partielle FNE une formation, cette formation serait prise en compte dans l'obligation qu'a l'entreprise à former les salariés au moins une fois tous les 6 ans. Ça, c'est un élément à prendre en compte important parce que ça peut permettre aux entreprises aujourd'hui qui ne l'auraient pas fait depuis 6 ans de profiter des circonstances pour faire de la formation à leurs salariés. Quid de l'investissement dans la création d'un plateau technique adapté au distanciel? Comme dans le cadre du PIC, est-ce qu'il existe un principe de subvention pouvant soutenir cette transition? Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Dans le cadre de la formation FNE, y a-t-il un horaire maximum un tarif horaire maximum par heure? Non, on ne raisonne pas en tarif horaire, on raisonne en forfait, enfin en montant maximum de 1 500 € par salarié par action. Alors, sur la question, est-ce qu'on pourra envoyer les documents sortis hier sur le FNE? Je crois que c'est le cas de MEDEF territoriaux qui relaient, hein, ça, il n'y a pas de souci. Oui, ça, ils sont officiels depuis hier, donc on va les transmettre aux MEDEF territoriaux qui pourront les, bien sûr. Ok. Prolongation des contrats pro ou apprentissage ne sont pas faites automatiquement. Elles font bien l'objet d'un avenant au contrat? Bonne question. Si vous voulez, aujourd'hui, le législateur n'a pas statué puisque personne ne sait encore aujourd'hui parce que les contrats d'apprentissage, et beaucoup de contrats de pro, mais surtout les contrats d'apprentissage sont quand même énormément liés à la date de fin de contrat par rapport à la date d'examen. Donc en gros, généralement sur le mois de juin, hein, voilà, ou juillet. Donc comme personne ne sait si demain on va pouvoir reprendre ou pas les activités, on n'a pas de précision sur ça. Mais je pense que si malheureusement, on va dire comme ça, les organismes de formation ne pouvaient pas rouvrir et accueillir du public, je dirais, sur les mois de mai-juin, et que les examens ne pouvaient pas se tenir là, il faudrait en effet un avenant au contrat. Okay. Nous n'avons pas encore réalisé notre demande de chômage partiel parce qu'en fait, l'entreprise n'a pas reçu les codes d'accès. Peut-on tout de même commencer à réaliser le dossier FNE? Moi, je pense que oui, parce que, enfin, je l'ai pas lu, mais je pense que puisqu'il y a une convention, il y a une date de signature et que l'administration n'aime pas signer des choses pour des choses qui se sont déroulées avant, de façon antérieure, moi, je pense que l'entreprise a tout intérêt à demander dès maintenant. Hein, les formulaires, on va les MEDEF territoriaux, ils auront à disposition, ou à mon avis, ils sont évidemment consultables sur le site de la Directe ou du ministère du Travail, et a tout intérêt à faire dès maintenant la demande d'activité partielle, enfin de FNE au titre d'activité partielle. Quand on parle de formation réglementaire, on parle de quoi exactement? Les formations obligatoires liées au métier de l'expertise comptable, par exemple? Donc, formation obligatoire. Alors, ce qu'entend l'administration par les formations réglementaires, c'est en règle générale les formations qui ont un lien plus ou moins étroit avec le problème de sécurité. Hein. Donc, ça va être les CACES, les FIMO, les habilitations électriques ou des choses comme ça. Ce qu'on entend par formation réglementaire, c'est que, en ce qui me concerne, en tant que responsable emploi formation, si demain je veux passer mon CACES, on ne considérera pas que c'est une formation réglementaire parce qu'on ne va pas encore demander dans mon activité professionnelle d'utiliser ça. Maintenant, quelqu'un qui travaille au titre de la logistique dans un bâtiment, oui, on va lui demander d'avoir ce CACES. Ça fait partie de l'obligation qu'il doit avoir. Donc, on est là sur une formation réglementaire.
Alors après, on est sur la question qui est posée, c'est concernant l'exercice de certaines professions qui nécessitent d'avoir certains diplômes. Mais là, je voudrais tout de suite, on est sur 1 500 euros au titre de l'activité partielle. Je pense qu'on ne prépare pas le diplôme d'expertise comptable à 1 500 euros. Donc, je pense qu'on n'est pas concerné, ça ne concerne pas le sujet. Est-ce qu'il y a un délai pour l'organisation des formations au titre du FNE? Alors, pour moi, non, alors, il n'y a pas de délai. Les dispositions sont valables au titre du FNE, la Covid, jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, il n'y a pas de délai. C'est-à-dire que la convention est signée et ensuite l'entreprise va engager les formations. Après, je vous dis, on est juste sur l'interrogation, c'est si jamais, en fin de compte, la formation est commencée et que le salarié, parce qu'il y a une reprise d'activité, le salarié n'est plus en activité partielle, est-ce qu'il pourra continuer la formation ou pas? Est-ce que l'administration financera? Ça, c'est pas tranché. Voilà. Mais il n'y a pas de délai. Je veux dire, il y a une date, ça doit être, à mon avis, fait avant la fin de l'année 2020, quoi. Mais il n'y a pas de délai. Dans le cadre du FNE Formation, l'entreprise doit-elle régler le prestataire et sera remboursée ultérieurement ou cela sera fait par subrogation de paiement? Alors, il n'y aura pas de subrogation de paiement puisqu'il y a une convention entre l'entreprise et l'administration et la directe. La directe versera 50% du coût total de la formation et 50% à l'issue. Alors après, c'est la négociation entre l'entreprise et l'organisme de formation. Là, chacun a ses propres pratiques, ou bien l'entreprise arrive à négocier qu'elle verse 50% du coût de la formation au démarrage et 50% à l'issue. Alors après, il y a un échelonnement du paiement, mais il n'y a pas de subrogation. Donc, c'est l'entreprise perçoit les fonds et c'est elle qui paye l'organisme. Ok. Est-ce que c'est vraiment la directe qui instruit ou c'est l'unité territoriale de la directe qui instruit le dossier FNE, le Sécu? Alors, moi, je pense que c'est vraiment la directe. Alors, peut-être qu'au bout d'un moment, s'il y a trop de demandes, ils passeront par les unités territoriales. Mais aujourd'hui, l'instruction, elle a été envoyée au direct régional, je dirais, pour qu'il gère le dossier au niveau de la direction régionale. Le passage à la nouvelle norme Calliope pour les OF est bien reporté jusqu'au 1er janvier 2021. Oui, absolument. Abondement des 3 000 € qui sera dû à compter du 1er janvier pour la non-réalisation des entretiens et des bilans. Est-ce que ça concerne que les entreprises de plus de 50? Alors oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, l'abondement correctif, comme il s'appelle dans la loi, de 3 000 € par salarié qui n'aurait pas bénéficié des dispositions de la loi 2018 ou 2014, cet abondement, il est imposé aux entreprises de plus de 50 salariés. Les moins de 50 ne sont pas concernés par cet abondement correctif financier. Alors, il y a une demande de précision, on en a parlé tout à l'heure, mais donc la prise en charge est à 1 500 €. Si les formations sont plus chères, est-ce que la directe peut dire je limite à 1 500 ou peut-elle se positionner sur la prise en charge de l'action avec un refus ou une prise en charge du coût total? C'est-à-dire, est-ce que si on présente une formation qui est plus chère que 1 500, on s'expose à un refus ou la directe ira dire je limite à 1 500? L'instruction de la DGFiP au direct, elle est claire. Ils doivent accepter, enfin c'est pas écrit comme ça, mais c'est l'esprit, ils doivent accepter toutes les demandes de formation qui vont jusqu'à 1 500 €. Et ensuite, donc, si la formation dépasse 1 500 €, ils regardent l'opportunité de trouver des cofinancements pour aller au-delà. Et c'est là où je dis, ça dépend après de l'entreprise, du projet de l'entreprise, du secteur d'activité de l'entreprise. Mais ça veut dire qu'une formation qui fait 2 000 €, eh bien, comme la convention prévoit que l'administration versera 50% de la formation au démarrage, si la formation fait 2 000 €, l'entreprise, elle se verra verser 750 € au début de l'action, 750 € à la fin, et elle paiera le différentiel. Alors, une remarque qui fait objecter que dans l'ordonnance, les entretiens professionnels tous les 2 ans ne seraient pas visés par le report, uniquement l'entretien tous les 6 ans. Alors, là, on ne va pas ouvrir le débat. Il y a un débat sur le sujet entre la loi de 2018-2014. Personnellement, je ne lis pas comme ça. Moi, je dis que les entreprises qui n'ont pas réalisé l'entretien professionnel peuvent encore le faire.
Et dans les dispositions telles qu'était écrite la loi avant, c'était aussi ça. Bon. Mais là, on a une interprétation sur le sujet. Mais en fait, la question, elle ne se pose pas comme ça. La question, elle se pose sur est-ce qu'au 1er janvier, les directs vont aller contrôler toutes les entreprises pour savoir si elles ont bien réalisé les entretiens professionnels à la date prévue. C'est ça la vraie question. Bon ton que non. Mais voilà, je veux dire, c'est-à-dire qu'une entreprise qui n'a rien fait, je veux dire, en effet, elle sera sanctionnée. Une entreprise qui sera en capacité de dire, parce que de mémoire, la date, ça devait être le 14 mars, hein, l'entreprise qui sera en capacité de dire, mais attendez, le 14 mars, je devais les faire, mais j'ai pas pu, et je les ai fait au mois de septembre. Bon, certes, l'administration peut appliquer à la lettre la loi et taxer, mais bon, elle peut aussi considérer que l'entreprise, bon, voilà, elle a quand même fait ses entretiens. Ce qui est important, c'est que le bilan, lui, devait être fait avant la fin de l'année et que lui, il est reporté au 31 décembre. Donc, ça laisse pour nous la liberté à l'entreprise de faire au moins ses entretiens si elle n'est pas fait jusqu'au 31 décembre et de réaliser les actions de formation si elles ne sont pas faites. Ça, c'est un élément plus important. On peut penser qu'il y aura un examen bienveillant en tout état de cause. Recommandation que donne le ministère au direct sur ce sujet. Une salariée qui est en contrat pro, toutes ces formations peuvent être faites à distance par le dirigeant non salarié. Si la salariée bénéficiaire est en activité partielle, le contrat de professionnalisation est donc suspendu. Alors, j'ai pas très bien compris la question. C'est une salariée qui est en contrat pro. Ces formations peuvent être faites à distance par le dirigeant qui n'est pas salarié de la structure. La salariée en contrat pro est en activité partielle, donc oui, le contrat pro est suspendu. Oui, oui. Alors dit autrement, ce que précise l'instruction, c'est que les alternants, donc les contrats pro et les contrats d'apprentissage ne peuvent pas bénéficier, l'entreprise ne peut pas bénéficier la prise en charge financière au titre de l'activité partielle. Mais un contrat pro peut être en activité partielle en tant que tout salarié. Par contre, s'il suit une formation, eh bien, à ce moment-là, s'il suit la formation, au titre de l'activité partielle, c'est l'OPCO qui financièrement paye la formation. L'entreprise ne pourra pas aussi percevoir une aide financière de l'État au titre du FNE formation. Une remarque qui précise qu'il y a une aide en cours pour digitaliser les prestations qui est en train d'être élaborée par BPI et l'Ordre des experts comptables. C'est le pré-rebond full digital. Voilà, c'est une remarque à préciser peut-être par la suite. La demande de FNE doit être réalisée par établissement. Quid des sociétés multi-établissements? Alors, c'est la demande qu'a fait le MEDEF et normalement, mais je vous dis, normalement, il y a une seule demande à faire pour l'ensemble des établissements. D'accord. Ça devrait suivre le régime de l'activité partielle, sachant qu'il a fallu qu'il y ait des adaptations là-dessus. Le FNE, il s'ajoute à l'activité partielle. Oui. Donc ce qui compte, c'est les modalités de fonctionnement de l'activité partielle. En fait, le FNE, l'activité partielle, puisque la rémunération est la même, donc la rémunération est la même, l'aide de l'État est la même sur la même base. En fin de compte, c'est simplement l'histoire de la prise en charge des coûts pédagogiques. Tout à l'heure, on a parlé d'une formation obligatoire pour l'expert comptable. En fait, ce n'était pas une formation pour devenir expert comptable, mais une formation obligatoire pour rester à niveau, comme c'est le cas dans un certain nombre de professions réglementées. Donc là, peut-être Alors là, je mesurerai un peu mes propos. Ce que dit bien l'instruction, c'est que on entend par formation réglementaire les formations qui ont un lien plus ou moins étroit avec les problèmes de sécurité. Là, on est pour il faut une certaine sécurité sur la gestion comptable, mais je veux dire, je pense qu'on n'est pas sur les mêmes démarches. Et donc là, alors il faudrait vérifier, hein, moi je ne suis pas juriste de formation, il faudrait vérifier en fonction de l'article qui est cité dans l'instruction si ça concerne ces formations-là ou pas. Pour le secteur du bâtiment, est-il vrai qu'il a été créé une qualification de chargé sécurité Covid-19? Il faudrait monter au secteur du bâtiment, je ne sais pas. Effectivement, dans les plans, hein, en fait, dans les guides pratiques qui ont été élaborés par certaines professions et certaines branches, il y a désormais ce qu'on appelle les référents Covid-19 et je ne sais pas pour autant s'il y a une qualification réellement qui a été créée. Ça paraît quand même assez rapide comme… oui, le temps oui, ça paraît clairement accepté, mis en œuvre, reconnu, ça me paraît un peu juste. Il y a peut-être une volonté d'aller dans ce sens-là, mais enfin, je ne sais pas.
Alors, le label Calliope, on revient là-dessus pour dire que c'est janvier 2022. 22 ou 21? Alors, c'est 2022, puisque à l'origine, c'était 2021. Voilà. C'est 2022, parce qu'à l'origine, c'était 1er janvier 2021. Donc, 31 décembre 2020, donc ça reportait d'un an, en fait. Ok. Pour ce qui concerne toujours le label Calliope, lorsqu'on est OPQF, nous bénéficions d'un audit allégé. Si la fin de validité de l'OPQF est à octobre 2020, pourrons-nous quand même bénéficier d'un audit allégé ou y aura-t-il un renouvellement de 6 mois ou un an d'OPQF? Je ne sais pas. Je ne vais pas avoir 100% la question pour un champion, en fait. Mince, on reviendra, je te dis. Un contrat peut être en activité partielle, est-il de même pour un apprenti? Contrat de, j'ai pas. Sur le fait qu'un contrat pro peut être en activité partielle, est-ce que c'est la même chose pour un apprenti? Pareil, pareil. Les régimes, le régime contrat pro, contrat d'apprentissage sont les mêmes sur ce sujet-là, sur ces sujets-là, oui. Bon. Les textes parlent à la fois des deux à chaque fois. Bon, ben voilà, moi j'arrive au bout des questions, hein. Il y en a eu quelques-unes quand même. Vous avez à peu près 1 minute pour pouvoir nous en poser encore une dernière, si tel est le cas. Je crois qu'il y a eu quand même de nombreux sujets qui ont été abordés. On aura peut-être l'occasion d'y revenir évidemment au fil de l'évolution des précisions et des instructions qui seront apportées sur l'ensemble de ces domaines, qui sont évidemment totalement couplés au régime de l'activité partielle, qui là est un régime à part entière qui a été quand même exploré et remodelé compte tenu de la situation exceptionnelle. Donc, on va tâcher de vous tenir documenté et de vous donner le maximum d'informations là-dessus. L'occasion de... Alors, attends, j'en ai un qui réagit. Pourquoi ne posez-vous pas la question sur la tenue des commissions de financement CTP? J'ai pas entendu. Pourquoi ne... Sur la tenue des commissions de financement CTP. Alors, je suis désolée, mais je n'ai pas forcément vu la question. Est-ce qu'on a un sujet sur la question du financement CTP? Ah oui, d'accord. Alors en fait, bon, ce qui s'est passé dans toutes les régions, y compris en Nouvelle-Aquitaine, c'est que pris de court et de rapidité sur le fonctionnement des commissions qui se réunissent tous les mois de façon paritaire et qui examinent les dossiers de transition professionnelle. En fin de compte, la commission du mois d'avril a été reportée sur la commission du mois de mars a été reportée sur la commission du mois d'avril. Et là, des dispositions ont été prises au niveau national au titre de transition pro afin de pouvoir gérer les commissions de façon à distance, hein, de façon distancielle. Voilà. Donc la prochaine commission, elle sera de façon distancielle. C'est vrai que jusqu'à maintenant, que ce soit au FONGECIF avant, Transition Pro aujourd'hui, on avait affaire à des commissions paritaires et que les membres de la commission sont souverains sur le choix des dossiers. Le problème de commission à distance, c'est sur les problématiques je ne vais pas dire de secret, mais de discussion, d'échange entre partenaires sociaux, membres de la commission. Donc là, des dispositions ont été prises et les commissions vont pouvoir se réunir comme c'était le cas avant, afin d'assurer les rentrées, parce qu'on est évidemment, on arrive dans les périodes où il y a le plus de dossiers dans les commissions, parce qu'on est, compte tenu des délais ensuite, on est sur les rentrées de septembre. Hein, et donc, évidemment, la commission va se réunir, les partenaires sociaux vont se réunir pour choisir les dossiers. S'il n'y a plus de questions, je veux juste préciser, Mathilde, qu'il faut vraiment que tout le monde n'hésite pas à contacter son MEDEF territorial pour avoir des précisions que je vais apporter sur les textes, sur les documents, et que les MEDEF territoriaux sont les mieux placés pour répondre ou me solliciter indirectement pour répondre aux questions qu'il y aurait. Est-ce qu'on peut trouver quelque part la liste des organismes de formation à distance? Alors, il y a une liste qui a été élaborée, je la transmettrai également. Alors, on la trouve sur le site du CARIFOREF, hein, qui s'appelle Aquitaine Cap Métier. Mais bon, je vais être précis sur ça, cette liste ce ne sont pas les organismes qui sont labellisés ou référencés à distance. C'est une liste d'organismes qui ont fait savoir qu'ils avaient la capacité de faire des formations à distance et dans quel domaine.
Mais ça, on va vous mettre le lien à ce moment-là aussi. Oui, sachant que la plupart quand même sont en train aujourd'hui ou ont pris depuis quelques semaines l'idée de s'engager vers la formation à distance si c'était pas le cas jusque-là. Donc peut-être que la liste, elle n'est pas forcément non plus à jour des Et c'est pour ça évolutions. qu'elle n'est pas exhaustive. On y retrouve de fait Mm. tous ceux qui ont posé depuis des années. Et puis, mais bon, elle évolue un peu tous les jours, cette liste. Oui. Et dernier point, quelqu'un demande où est-ce qu'on peut trouver les fiches métiers que tu évoquais. Ben, sur le site du ministère du Travail, hein, il y a tout ça. Elles sont également sur le site du MEDEF Nouvelle-Aquitaine. Oh ben voilà, donc Voilà, sur le site du MEDEF Nouvelle-Aquitaine, il y a un onglet Covid-19 et dedans, vous retrouvez toutes les fiches métiers qui ont été élaborées par le ministère du Travail. super. Bon, surtout, bien prendre la peine d'aller vérifier. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'actualisations et de mises à jour et que les choses évoluent d'heure en heure. Moi, je vais essayer de me documenter pour une formation speakerine. Si tu as des tuyaux, je suis preneuse. Et puis, nous voilà l'occasion de rendre l'antenne. Dominique, je te laisse terminer. Merci encore. Et Non, puis, à mais très bientôt pour ceux qui seraient disponibles sur notre web. j'espère que ça s'est bien passé. C'est très compliqué de s'exprimer comme ça quand on voit pas, je disais, le regard des gens, à voir si on les intéresse ou pas. Mais je pars du principe que ça a dû bien se passer. On verra après si on a eu beaucoup de déconnexions en cours. Et puis on refera une édition un peu plus tard quand on aura avancé sur d'autres éléments. Super. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir.